Merci Véronique et merci à vous tous. Je pense qu'il y avait la moitié de la salle qui pouvait faire aussi bien la synthèse que moi, mais voilà, c'est à moi qui incombe la responsabilité de faire ça. Le premier point sur lequel je vais euh, vouloir avancer, c'est bravo. Bravo aux équipes d'avoir mené ces travaux parce que on a vu que ça faisait une masse critique qui a du sens et on a regardé l'agroécologie par plusieurs facettes. Elles sont très complémentaires et ce partage était vraiment important. Donc merci à vous pour avoir réalisé ce travail, merci pour l'avoir présenté. Faites attention au fait que si vous avez permis d'avoir votre propre compréhension des phénomènes que vous suivez, il est extrêmement important que vous laissiez des traces de votre travail. Alors on a les résumés, certes, et dans les résumés, il y a des contacts, enfin il y a des manières de continuer, mais on est à la recherche de références pour pouvoir partager ça. Et donc, derrière votre compréhension, il y a une ambition plus large qui est d'apporter des éléments pour pouvoir convaincre de manière élargie des filières, des territoires, que l'agroécologie, non seulement c'est souhaitable, mais c'est possible et on peut montrer que ça marche. Voilà. Le bravo, il va aussi évidemment à l'équipe qui nous a organisé tout ça aujourd'hui. Donc merci à Véronique et merci à Solène, à Marion aussi, il y a Christophe, il y avait Sophie, enfin voilà, il y a du monde là-dedans, derrière. Et puis il y a une équipe qui nous a accueillis, qui s'est débrouillée pour que les gens à distance puissent suivre. Donc je crois qu'on peut les remercier parce que grâce à eux, on a eu une journée très réussie. Yes. C'est vraiment important de faire ça. Et donc, le GIS Relance Agronomique a fait un effort pour essayer de mettre en visibilité des travaux scientifiques et des travaux expérimentaux. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié toute la partie sur les témoignages apportés par ces travaux-là qui crédibilisent beaucoup. Le fait qu'on ait un retour terrain est extrêmement important. Je vais revenir là-dessus tout à fait à la fin. Sur la deuxième partie de mon intervention, je vais être court. Je voudrais insister sur 3 points. Ma synthèse, elle tient en 3 points. C'est ces 3 constats qui sont des éléments qui peuvent servir à la fois pour essayer d'envisager une suite et qui sont aussi des éléments qu'on peut utiliser pour faire une analyse. C'est des clés de compréhension, c'est des clés critiques. Mes 3 éléments, elles vont venir autour de 3 réflexions. La première, ça va être autour du partage de la prise de risque. La seconde, ça va être autour de traquer les effets de fixation. Et la troisième, ça va être autour de la massification. Alors, sur la première ambition, le partage de la prise de risque, on l'a vu dans la présentation de Christophe au départ, il y a plein de définitions de l'agroécologie, mais l'une d'entre elles dit c'est des systèmes agroalimentaires. Les systèmes agroécologiques ont des retombées à travers des services écosystémiques qui intéressent des territoires, qui intéressent d'autres acteurs que les agriculteurs, qui portent une responsabilité sur des biens collectifs. Et donc, c'est des systèmes agroalimentaires. C'est un choix de société. Derrière ça, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas attendre que l'on bascule sur l'agroécologie et donc qu'on change le mode de production si on ne change pas d'autres éléments, et notamment les modes de consommation. Donc, il y a une réflexion élargie sur le fait que beaucoup d'acteurs qui gravitent autour des questions agricoles doivent participer de manière active à faire bouger les lignes. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs pour essayer de rendre le plus crédible le choix de ce modèle-là. Les retombées sont économiques, on a vu que ça pouvait être des éléments de blocage. Les retombées, elles sont aussi sur des biens communs, la santé, la biodiversité, la qualité des ressources, la sobriété, la moindre dépendance au pétrole. Vous avez donné pléthore d'exemples, on voit tout ça. Ces éléments-là, pour une partie d'entre eux, n'ont pas de valeur marchande directe. Et donc, pour que les agriculteurs choisissent ça, il faut passer sur un système où on leur donne une valeur. Et donc, cette valeur de reconnaissance, elle est à travers des labels, vous avez vu des exemples, elle est à travers les PSE, et donc on a vu d'autres manières aussi de financer ce passage. Donc, c'est un choix de société, donc il faut l'assumer en tant que tel. Voilà. Et donc, un système agroalimentaire, un système qui est soutenu par des efforts de formation, de suivi. Alors, on a vu des exemples ici, puis moi j'en ai un autre en tête, c'est sur les fermes éco-phyto. Dès que les gens rentrent dans le réseau des fermes défis, ils font moins 25% sur l'utilisation des phytos en moyenne, alors que le reste de la ferme France est stable à peu près. Et donc on voit, et avec les mêmes outils, donc on voit que le fait d'apporter un accompagnement, le fait d'apporter un regard critique, le fait de discuter en collectif est en soi un élément de partage de la charge mentale
derrière le changement. Et on a sur l'étagère des éléments qui nous permettent, dès à présent, d'anticiper des changements qui relèvent vraiment de l'agroécologie et qui sont susceptibles de faire changer la donne. Donc, un point particulier d'attention, évidemment, on a vu les GI2E, c'est une réussite, mais derrière, les questions de formation et de suivi pour aider et accompagner les progrès. Il y avait ça dans la présentation de Stéphane Cadou. Le troisième point, c'est on ne peut pas changer un système si on ne change pas les critères pour évaluer ses performances. Tant qu'on restera coincé sur une évaluation économique du siècle dernier, on aura du mal à faire de l'agroécologie un système généralisé. Voilà. Et il faut absolument qu'on modifie les métriques. Et pour ça, donc, on a besoin d'avoir un certain nombre de prises de mesures. Et on a vu des exemples extrêmement intéressants aujourd'hui où, à travers des technologies, on peut suivre la présence d'auxiliaires, on peut essayer de quantifier la régulation biologique. On doit suivre aussi tout ce qui relève finalement de la partie faisabilité du travail, accompagnement des démarches. Donc, toutes les trois facettes, environnementales, sociales et économiques, ont chacune leur place. Et donc, il est extrêmement important de disposer de métriques pour pouvoir les rentrer dans une évaluation, puis derrière dans des cahiers des charges et basculer sur des systèmes dans lesquels on va être sur une obligation de résultats, une obligation, et derrière, plutôt qu'une obligation de moyens. Donc, basculer sur des aides conditionnelles nécessite d'être capable de rendre compte d'un certain nombre de choses. Et il y a encore des réflexions à avoir sur comment est-ce qu'on rend compte de la contribution de l'agroécologie à prendre en considération et contribuer à lutter contre le réchauffement, le changement climatique. Voilà pour mon point 1 sur le partage de la prise de risque. Sur le deuxième, traquer les effets de fixation. Alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur. On a plein de non-dits dans tout ce qu'on fait, plein de références, et on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles contraignent notre réflexion et où elles limitent notre capacité de compréhension. Donc, ce que je cherche, c'est des invariants tacites. Alors, j'en ai noté 3, mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Mais quand même, il y a dans un certain nombre de réflexions, l'agriculteur est le principal acteur de l'agroécologie. Si on fait ça, on voit qu'il sera pas mal contraint, on vient d'en discuter. Donc ça, c'est un effet de fixation très fort. Il y a la question de la référence, qui a un effet de fixation aussi très fort. La référence, c'est le système conventionnel. Est-ce que c'est vraiment ça? Si demain, on enlève tous les pesticides, la référence, c'est un système sans pesticides. Et à ce moment-là, tout à coup, des choses qui étaient peu crédibles, pas encore totalement au point, seulement efficaces partiellement, deviennent une solution tout à fait envisageable. Voilà. Quand vous avez une solution à 100%, que vous ne voulez pas de celle à 40%, maintenant, si la référence, c'est 0, 40, c'est quand même déjà rudement bien, quoi. Voilà, donc on a une vraie difficulté autour de rendre explicite quelle est la référence quand on essaye d'avancer sur le choix des modèles d'agroécologie. Et puis la dernière, c'est sur le poids de la réglementation. On voit ça souvent comme une contrainte en disant « mince, il y a un frein à la majeure, on n'a pas le droit de faire ça au temps zéro ». Alors on a de la chance, dans la salle, on a plein de gens du MASA, du ministère de l'Environnement aussi, Marie-Camille et tout ça. En fait, ces gens-là, ils sont dans la salle parce qu'ils sont capables de faire bouger la réglementation. Donc, pour peu que vous soyez capable d'exprimer comme il faut quel est le blocage et l'attente, ces choses-là ne sont pas immuables. On peut bouger la réglementation. C'est même partie des choses qui sont potentiellement les plus faciles à faire. Il faut avoir des bons arguments, il y a un dossier à faire, il y a une stratégie à suivre pour arriver à faire ça. Mais la réglementation ne doit pas être considérée comme quelque chose d'immuable qui bloque tout. On peut facilement, enfin on peut parfois, souvent, allez on va dire souvent, travailler sur l'appui de la réglementation pour faire bouger les lignes. Mon troisième point, c'était autour de la massification. On voit bien qu'il y a des initiatives, elles sont très belles, il y a des territoires qui sont en avance sur d'autres. C'était important d'avoir un partage et des témoignages. Et il y a une vraie question sur, bon, ok, comment on fait pour passer à l'échelle supérieure. Et donc, la première chose que ça m'évoque, c'est, et on en a finalement peu parlé aujourd'hui, même si c'était sous-jacent dans un certain nombre de topos, il y a des processus qui marchent d'autant mieux, qui sont fortement adoptés. Alors, on a vu la
l'efficacité des trames vertes, la facilité pour un organisme à traverser un territoire, voilà. Mais il y a plein de choses comme ça. Et donc, on est à la recherche, dans les processus agroécologiques, de tous ces éléments qui marcheront d'autant mieux que beaucoup d'agriculteurs les adopteront. Alors, le premier exemple, et vous avez donné ça pour les légumineuses, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait une filière de légumineuses qui se mette en place dans un territoire, il faut une masse critique, il faut un savoir, il faut un accompagnement, il faut des machines, mais il faut du coup aussi des gens qui sont capables de le collecter, de transformer, de le déplacer, de l'acheter. Et donc, derrière ça, la question de la masse critique pour monter et entretenir une filière est un élément majeur qui montre qu'on bascule d'une situation où on a peut-être une bonne idée, mais on n'en fera jamais rien, jusqu'à quelque chose qui est susceptible de concerner et d'agréger des choix d'agriculteurs et donc d'atteindre une masse critique qui lui permet d'atteindre une forme d'efficacité. Il y a toute une réflexion retour sur l'évaluation des bénéfices des systèmes agroécologiques et notamment, on en a peu parlé aujourd'hui, mais il y a toute une réflexion autour du fait que la comptabilité annuelle est peu à même de rendre compte de l'intérêt de l'agroécologie. Il y a plein de choses où c'est de la gestion de la fertilité des sols. Il y a plein de choses où on est sur des effets cumulatifs, on est sur des effets partiels. Il va falloir le faire 3 fois de suite, 4 fois de suite avant d'arriver à quelque chose de rentable. Et donc, il est vraiment important de rendre compte du fait qu'un certain nombre de processus agroécologiques visent avant tout à améliorer l'outil de production. Et que ça se construit sur le moyen long terme. Avec une comptabilité annuelle, on a peu les traces de ça. Donc, il y a une réflexion à avoir sur est-ce que nos systèmes peuvent être évalués sur une fenêtre glissante de 3 ans ou 5 ans. Vous choisissez la période que vous voulez pour montrer comment est-ce qu'ils se comportent. Et notamment tout ce qui relève de la sobriété, de l'efficience, de la robustesse de ces systèmes-là par rapport à des systèmes conventionnels pourra prendre beaucoup de valeur si on est capable de montrer qu'ils sont sur le moyen terme des systèmes qui sont extrêmement performants. Une interrogation que j'ai par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait regarder dans les agriculteurs qui ont bénéficié d'indemnisation pour des calamités agricoles, est-ce qu'ils étaient dans des systèmes qui étaient hyper spécialisés ou est-ce qu'ils étaient en polyculture élevage? Est-ce qu'ils faisaient de l'agroécologie? Est-ce que ces systèmes-là ne sont pas susceptibles de permettre de passer à travers un certain nombre d'accidents qui, au contraire, vont concerner en premier lieu des agriculteurs qui ont fait un choix vraiment très spécifique et du coup qui ont fragilisé leur exploitation par rapport à ça. Et donc, pour rendre compte de ça, il faut travailler sur la valeur de résilience et donc il faut intégrer le potentiel cumulatif des pratiques. J'ai presque fini sur cette partie massification. Voilà, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses où ça ne passait pas. Alors, ça ne passe pas parce qu'à la fin, il manque 50 €. Ça, peut-être qu'on peut en faire l'objet d'une aide à l'hectare et puis on peut en faire un éco-régime ou un PCAE. C'est une possibilité, donc on a besoin de savoir ça. Mais il y a aussi des fois où en fait, travailler sur des choses qui ont presque marché pour essayer de continuer à les améliorer devrait permettre de corriger les limites qui ont été identifiées et donc continuer à travailler sur les systèmes qui ont montré une preuve de concept, mais pour lequel la rentabilité telle qu'elle était attendue n'est pas forcément encore présente, mais pas loin du compte. Voilà. Donc ces clés-là, tout ce qui relève de qui prend les risques, est-ce qu'on a des effets de fixation et comment est-ce qu'on peut envisager le chemin de la massification sont autant de pistes sur lesquelles il faut continuer à travailler. Voilà, et je vais finir avec une note d'optimisme, parce que vraiment, je n'ai pas besoin de me forcer pour ça. Vous êtes la preuve à travers les exemples que vous avez donnés que l'agroécologie est à notre porte, en fait. Si demain on décide qu'on le fait, on n'a pas tout. Il reste des éléments qui relèvent du pari. Mais en fait, on est à l'aube de porter une agroécologie effective. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Comme ça a été souligné, c'est discuté dans des instances, notamment dans des comités d'entreprise, dans des chambres d'agriculture, des filières qui s'interrogent, non plus tellement sur le fait que l'agroécologie devient une nécessité, mais plutôt sur à quel horizon, à quel timing et quel est le moyen pour y aller. Voilà. Et donc, enclencher les acteurs intermédiaires, les processus pour essayer de favoriser ces démarches, et bingo, on va passer le seuil où ça va devenir une réalité élargie. Voilà. Et on n'est vraiment pas loin du compte. Donc, la note d'optimisme, c'est que
l'agroécologie, en fait, c'est demain et que vous avez donc contribué tous à rendre ça possible. Et donc, merci à vous et rentrez bien. Merci à tous. Et puis, on voit que 10 ans, c'est pas beaucoup pour tous les progrès qui ont été faits. Donc, félicitations à tous. Et comme l'a dit Xavier, bon retour et merci d'avoir été présent toute cette journée. À très bientôt.